Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, politique et boursier, et nous sommes le lundi 10 juin 2024, et pour comprendre comment tourne la planète finance polarisée sur le fait politique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera tout changer pour que rien ne change. Oui, vous me voyez venir. En France, c'est l'émotion, c'est l'emphase, la dramatisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le message triomphal d'Ursula von der Leyen dès dimanche soir, qui a rappelé que sa coalition était toujours très solidement ancrée au Parlement européen, avec une écrasante majorité de 403 sièges sur 720. Et encore, elle pourra certainement s'appuyer sur un front pro-européen, pro-fédéraliste, en ralliant quelques voix parmi les 53 écologistes, voire même quelques membres du parti EPP, c'est-à-dire un parti conservateur, pas très connu en France, mais bien implanté en Pologne, à Chypre par exemple, ou dans les anciens pays baltes. Alors, ils sont souvent viscéralement anti-russes, et on compte même d'ailleurs des membres du parti de Giorgia Meloni. Et on a compris qu'Ursula von der Leyen était tout à fait prête à faire alliance avec Giorgia Meloni. Alors, sous quel concept est basé le second mandat qui s'annonce pour Ursula von der Leyen? Elle le dit lui-même, l'eurofédéralisme et le soutien à l'Ukraine. Alors, le pouvoir d'achat des Européens, les abandons de souveraineté, alors ça, elle n'en a strictement rien à fiche. Elle a trouvé par contre un bon argument, combattre la droite, cette menace terrible pour l'Europe, qui représente quand même 58 sièges sur 720. Allez, en imaginant quelques alliances avec les divers droites non inscrits, etc. Allez, disons que la droite, très à droite, pourrait représenter peut-être 72 sièges sur 720. 10%, oui, mais voilà, c'est la menace qu'il faut absolument aller combattre, sinon l'Europe va basculer. Non, l'Europe va basculer vers plus d'eurofédéralisme, vers plus d'omnipotence de la Commission européenne qui décide à peu près de tout, puisque toutes les lois qu'elle conçoit sont ensuite validées par le Conseil des ministres européens, et le Parlement européen et les fameux députés que l'on vient d'élire n'ont strictement, absolument aucun pouvoir, pas le pouvoir de retoquer les lois, quand bien même aurait-il une majorité écrasante, ce qui ne peut s'envisager du fait de la composition du Parlement actuel, et donc même avec une majorité absolue, finalement, la Commission européenne garde une sorte de droit de veto pour maintenir des lois qu'elle aurait votées. Alors, ce qui est quand même le plus inquiétant, c'est qu'Ursula von der Leyen place également son futur second mandat sous le signe de la défense européenne, qui n'est pas de son ressort, mais elle se pose déjà en chef de guerre et veut évidemment aller aussi loin que possible dans le soutien à l'Ukraine. Alors, quand on connaît bien l'Ukraine, on se dit c'est peut-être quand même pas pour ses qualités de démocratie. Eh bien, on vient d'avoir un éclairage tout à fait intéressant par Lindsey Graham, qui est le chef de file des démocrates aux États-Unis. Il rappelle que l'Ukraine, c'est 10 000 à 12 000 milliards de dollars de ressources naturelles ou agricoles, et que les États-Unis ne voudraient surtout pas que ça tombe entre les mains des Russes. Bon, avant le coup d'État du Maïdan, c'était pas complètement entre les mains des Russes, mais bon, il y avait un accord de libre-échange et accords commerciaux, un petit peu comme ce qui existe entre les pays de l'Union européenne, et cela ne posait de problème pour personne. Et là maintenant, vous avez M. Lindsey Graham qui explique qu'on ne veut pas les perdre. Mais comme si ces ressources n'appartenaient pas à l'Ukraine,
mais au bloc occidental ou à l'OTAN. Et donc, pourquoi se bat-on en Ukraine? On peut se demander donc si ce n'est pas justement tout simplement une guerre pour la mainmise justement sur des ressources qui ne nous appartenaient pas et qui devraient appartenir aux Ukrainiens. Alors je referme la parenthèse, on va revenir maintenant sur le volet boursier naturellement. Alors bon, petite secousse à l'ouverture à Paris, moins 2,4, et puis derrière, ça s'est un petit peu calmé, on est à moins 1,8. Bon, ça suffit quand même pour enfoncer le support des 7900. Allez, peut-être que d'ici 17h35, ce support sera sauvé, mais peu importe. Le marché parisien était quand même un des plus chers en Europe, avec un PER de plus de 16, contre un PER moyen de 12,5 chez nos voisins. Il était normal qu'on soit un peu plus exposé à une consolidation. Et puis, bien sûr, il y a la dette française. Alors, je ne dirais pas qu'elle était attaquée, mais bon, quand même, l'écart de rendement avec le Bund se tend d'un seul coup de 6 points de base, alors qu'après la dégradation de la dette par Standard & Poor's, au contraire, ce spread s'était comprimé à moins de 50 points de base. On avait même gagné 1 ou 2 points sur le fait accompli. Alors pourquoi l'Italie perd-elle également du terrain par rapport au Bund? Même motif, même punition, parce que l'Italie a porté là aussi une majorité à droite, très à droite, et évidemment ça ne plaît pas aux créanciers de la France et de l'Italie. Alors en ce qui concerne la France, quand même, cette petite anecdote, le Rassemblement national est arrivé en tête dans 95% des municipalités. La France en compte 36 000, et il n'y a donc que le 92 et le 75 pour avoir donné une majorité soit à Renew, soit au parti de gauche. Sinon, la France rurale, dans son immense majorité, a effectivement voté pour le Rassemblement national. Et on ne peut pas dire que ce soit forcément un vote xénophobe, parce que le Rassemblement national a fait pratiquement ses meilleurs scores dans des petites bourgades où il n'y a pratiquement pas de présence immigrée. Par contre, on a été très très sensible évidemment au discours sur l'abandon des agriculteurs, sur l'abandon des petites gens, avec évidemment une nouvelle hausse des prix du gaz de 11% qui s'annonce au mois de juillet. Et j'ai quand même terminé sur un petit truc qu'il faudra regarder de près, c'est que les législatives le 30 juin prochain et le second tour le 7 juillet, ça ne colle pas du tout avec les préconisations de notre Constitution, qui est qu'il faut au minimum 4 semaines entre le dépôt des listes et le premier tour des législatives. Or, on n'y sera pas. Il faudrait que le premier tour ait lieu le 7 juillet et le second tour aurait lieu, oui, figurez-vous, le 14 juillet. Donc là, on va être face à une exception, mais je fais confiance à notre Conseil constitutionnel, évidemment, pour valider une nouvelle exception après les confinements, les conseils de défense, le pass sanitaire, l'apartheid sanitaire. Le Conseil constitutionnel n'en est pas à une entorse près pour complaire au maître de l'Élysée. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.